Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Na, 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 na. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la filmographie de Zack Snyder. Alors en fait, je trouvais que c'était une très belle occasion, vu la sortie du film Army of the Dead sur Netflix et pas Netfilm. Donc Army of the Dead sur Netflix, que j'ai vu d'ailleurs. Parce que j'ai Netflix et que je regarde beaucoup Netflix, je te dirais, je trouve Netflix très pratique. Ça évite d'aller sur des sites un petit peu comme ça, pirates de streaming, où c'est toujours un petit peu compliqué par moment, pas tout le temps, mais d'avoir des films dans de la bonne qualité. Donc avec Netflix, il n'y a pas de souci. Donc c'est sûr que maintenant, je suis plus pas mal, voilà, je suis tributaire de Netflix un petit peu, je te dirais, et de Amazon aussi. On a aussi Amazon. Mais Amazon, j'aime un petit peu moins. Donc Army of the Dead, sorti sur Netflix, que j'ai vu le week-end dernier. Et je vais donner clairement mon avis. Je me disais que c'était clairement, j'aime ça dire clairement, que c'était vraiment la bonne occasion pour faire la filmographie de Zack Snyder. On commence tout de suite. Alors Zack Snyder, c'est avant tout, avant d'être en fait un metteur en scène de cinéma, c'était un réalisateur de publicité et de vidéoclips. C'est un Américain. Mais, tu vas comprendre pourquoi je dis c'est un Américain, ça a été pendant des années et des années le premier réalisateur en fait de publicité britannique, c'est-à-dire en Angleterre. Hein. Britannique, si tu savais pas c'était quoi. Je sais pas pourquoi j'ai spécifié. Donc, premier réalisateur de publicité. Il a fait aussi, je pense à Chemical Romance, ce groupe-là en particulier que j'ai gardé en tête, mais il a fait plein de vidéoclips d'autres groupes aussi de musique quand même assez célèbres. Grosso modo, de 1985 à 2004, il a été réalisateur de publicité et de vidéoclips aux États-Unis et en Angleterre, et de réalisateur de publicité plus particulièrement en Angleterre. Donc, il a commencé sa carrière en fait qu'à partir de 2004 avec son premier film dont je vais parler après quand je vais faire le détail de sa filmographie, à l'âge de 37 ans. Donc c'était quand même, voilà, c'est quand même assez tardif hein, dans sa carrière. Je pense qu'à la base, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu voir sur lui, le gars ne se destinait pas nécessairement à être réalisateur de films. Et finalement, il y a eu comme des idées, il a eu un petit peu comme ça des opportunités qui se sont offertes à lui et il s'est dit que ça serait très certainement une bonne chose. En 1996, sa femme Deborah Snyder a ouvert une boîte de production afin de dédier cette boîte de production entièrement à son mari et notamment à la production de vidéoclips et à l'heure actuelle à la production de ses films. Petites anecdotes, c'était une biographie très rapide sur Zack Snyder, mais c'est un petit peu ça qu'il faut savoir qui est le plus important, je te dirais, par rapport à sa réalité professionnelle, hein, c'est ça qui nous intéresse. Anecdote sur le réalisateur, Zack Snyder devait réaliser X-Men Wolverine en 2009, là, le premier X-Men qui était une sorte de spin-off basé uniquement sur l'histoire et les origines de Wolverine. Il y avait X-Men Origins, il y avait X-Men Wolverine, je me souviens plus. Je mélange un petit peu tous ces X-Men là de l'époque où il y en avait un où c'était réellement ses origines. Le deuxième volet c'était sur le Japon. Les deux films n'étaient pas terribles honnêtement. Donc bon, le meilleur étant Logan, je pense que ça s'appelait. Celui de Sam Mendes, me semble-t-il, c'est Sam Mendes, je me souviens bien de mémoire, qui a été le dernier hein, film où Hugh Jackman incarnait réellement Wolverine. Ça, d'après moi, c'était réellement le meilleur dans cette suite de films-là. Mais bref, pour revenir au sujet, X-Men Wolverine 2009, il n'a pas pu réaliser ce film-là, même si on lui avait demandé, parce qu'il était sur le projet de Watchmen également, qui est sorti également en 2009, projet qui lui tenait quand même un petit peu plus à cœur que X-Men Wolverine. Si tu veux le savoir, mais c'est quand même assez intéressant, ses 4 films favoris de tous les temps, ce sont Star Wars en 1977, Clockwork Orange en 1971, Orange Mécanique, Robocop en 1987, ça j'aime ça, que ce soit dans sa filmographie, que ça fasse partie de ses films préférés et même de ses films de référence, et Excalibur, je pense que c'était Milos Forman de mémoire, en 1981, qui effectivement est un classique. J'ai rien à dire, je pense que tous ces films-là sont pas mal des classiques du cinéma. Très content que Robocop soit dans sa filmographie encore une fois. James Cameron a dit à plusieurs reprises être un des plus grands fans qui existe du travail de Zack Snyder.
terminerai là-dessus. On commence avec sa filmographie. Donc on commence avec le premier film de Zack Snyder sorti en 2004, qui est Dawn of the Dead. Dawn of the Dead qui est effectivement le remake, si toi tu connais ça, du fameux film Dawn of the Dead de George A. Romero qui était sorti en 1978. George A. Romero, qui est un des pères fondateurs, hein, on va dire, du film de zombie tel qu'on peut le connaître plus ou moins à l'heure actuelle, en tout cas les bases du film de zombie, avec les règles qui sont instaurées dans ce genre de film de zombie, bien qu'à l'heure actuelle, on voit notamment avec Army of the Dead ou World War Z, autre film auquel je pense, qu'on essaye de briser un petit peu ces règles-là qui ont été préétablies avec des zombies un petit peu différents, au comportement différent. Donc, si d'ailleurs tu es intéressé par les films de zombies, sur la chaîne, j'avais fait une vidéo sur les films de zombies et je te renvoie à cette vidéo-là. J'en parlais quand même assez largement. C'est sûr que aussi, j'ai pas parlé de tout parce que les films de zombies, il y en a eu des millions. Il y en a eu vraiment beaucoup, donc je parlais quand même des films principaux et des réalisateurs principaux. Donc, Dawn of the Dead. Dawn of the Dead, film, voilà. Alors, ça, 7.3 sur IMDb, quand même, c'est à noter. Je pense que celui de Romero est 7.8 ou 7.9. C'est quand même assez haut, les notes de ces films-là, avec Sarah Polley, je parle du remake, Ving Rhames, Melky Pfeiffer notamment. Au scénario est à noter la participation de James Gunn. Évidemment, c'est basé sur le scénario de George A. Romero, avec une sorte de remake, d'adaptation, pour que ce soit plus moderne. C'est le film, si tu ne sais pas, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, et si tu t'es intéressé un petit peu aux films de zombies, c'est celui qui se passe dans un centre commercial. Donc c'est tous ces gens-là qui se retrouvent ensemble dans un centre commercial et qui essayent de survivre à l'espèce d'attaque de zombies qu'il peut y avoir à l'extérieur, naturellement. Alors c'est un très très bon film. Très honnêtement, c'est un très bon film. C'est un film que j'ai trouvé très dynamique dans sa narration, très bien fait, et qui reprend aussi les thématiques principales que tu pouvais avoir dans le film original, mais d'une bonne manière. C'est-à-dire que c'est pas le genre de film que tu vois où on fait le remake d'un film style classique, genre horreur, hein, dans le genre horreur, et tu regardes le remake et t'es quand même relativement déçu. Non, là, le remake est quand même abouti. C'est rare que ça arrive, mais ça arrive. Donc c'est quand même assez bon, ce qui n'enlève rien d'ailleurs au film original qui reste quand même à voir et que j'aime beaucoup. Au niveau des anecdotes, on va revenir un petit peu sur la technique aussi. Alors d'abord le film a été tourné en ordre chronologique, ce qui est très très rare pour le cinéma. Hein. Habituellement on ne va pas tourner en ordre chronologique parce que tu le sais si tu suis la chaîne, j'en ai déjà parlé. On a ce qu'on appelle des locations, des endroits qui ont été loués, qui ont été réservés, qui ont été payés d'avance, des intérieurs, des extérieurs. Donc c'est très difficile de tourner en ordre chronologique parce que selon la chronologie du scénario, par exemple, les personnages vont rentrer et ressortir de cet hôtel-là à plusieurs reprises durant l'histoire. Donc ça voudra dire qu'il faut garder la location, par exemple, de cet hôtel. On va louer cet hôtel pendant X nombre de temps alors qu'on ne l'utilise pas. C'est pour ça qu'ils vont tourner toutes les scènes, par exemple, de l'hôtel en une seule fois et pas en ordre chronologique. Donc la complexité de tourner en ordre chronologique est quand même à noter. Autre chose à noter aussi, il y a eu sur ce film-là plus de 3000 maquillages de zombies, alors qu'on est en 2014 et que les producteurs disaient justement à Zack Snyder, mais utilise beaucoup de CGI et tout, on s'en fout quoi, il n'y a pas de problème, tu sais, ça va nous faire des économies. Mais Zack Snyder voulait absolument utiliser des prosthétiques parce qu'il disait ça va rester dans le temps, ça vieillira moins vite que les effets spéciaux qui ont tendance à évoluer beaucoup plus vite avec la technologie et qui finalement font que certains films deviennent plus ou moins irregardables par la suite. Donc il voulait absolument avoir des prosthétiques, plus de réalisme et ça paraît honnêtement dans le film. Autre chose qui est quand même aussi à noter, et on revient encore sur la technique, le fameux, je te dirais, côté violent des zombies. Dans Dawn of the Dead, les zombies sont ultra violents, ils sont ultra dynamiques, ils sont ultra rapides, ce qui donne réellement ce côté justement très très vivace au film, dans lequel tu es en tant que spectateur, ce qui est très très bien. Et évidemment, évidemment, je ne sais pas si c'est évident, mais en tout cas le film date de 2004 et Zack Snyder avait dit s'être fortement inspiré du film 28 Days Later de Danny Boyle qui date de 2002 avec Cillian Murphy notamment pour faire justement ces zombies voraces et ces zombies comme ça ultra violents et féroces. Donc si tu ne l'as pas vu, premier film évidemment produit par Deborah Snyder, premier film de Zack Snyder, Dawn of the Dead 2004. Ensuite est sorti 300 en 2006, le fameux 300 en 2006,
qui a été noté quand même 7.6 sur IMDb, ce qui est absolument pas étonnant. C'est un très très bon film avec Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham et Michael Fassbender. À noter que c'était la première grosse production, gros budget de Michael Fassbender, qui avait déjà fait d'autres films auparavant, mais pas un gros budget. Maintenant, il ne fait que des gros budgets, donc sa carrière a changé. Donc c'était quand même à noter. Oui, 300, c'est un film, c'est un classique du cinéma. C'est un film qui à l'heure actuelle pourrait paraître un petit peu cliché parce qu'il a été repris par beaucoup d'autres films, que ce soit au niveau de la scénarisation, au niveau du visuel qui est ultra intense dans ce film-là. Il y a un travail visuel hallucinant, quelque chose de très novateur hein, dans la manière de faire à l'époque en 2006 parce qu'il voulait absolument coller à l'esprit du comic book, puisque 300, si tu ne le savais pas à la base, c'est un comic book. Donc on a réellement quelque chose de nouveau et effectivement une espèce, encore une fois, on revient un petit peu comme dans Dawn of the Dead, une férocité de la part du personnage principal, notamment Gerard Butler, mais de tout aussi les Spartans qui sont en arrière. Quelque chose comme ça de puissant qui est aussi bien joué que montré visuellement, notamment avec ces fameux ralentis. Donc oui, c'est un très très grand film, un film à voir et un film à revoir en contexte, encore une fois. Il peut paraître cliché parce que d'autres films s'en sont très largement inspirés à l'heure actuelle et ont repris les mêmes techniques, mais il faut savoir que c'était le premier film du genre de l'époque en 2006. Alors, ce film-là a utilisé une technique en post-prod, si tu ne le savais pas, qui s'appelle The Crush. Donc ça, en fait, tu écrases le contenu sombre de l'image et tu satures les couleurs pour modifier l'intégralité des contrastes. Donc c'est comme ça que tu retrouves dans le film qui a été réemployé après dans Sin City, etc. Cette espèce de couleur qui ressemble un peu à une sorte de péplum noir et blanc, mais pas tout à fait, avec des couleurs qu'on va spécifiquement choisir et qui vont être criardes, comme du rouge par exemple, qu'on va voir un rouge très intense, alors que les autres couleurs vont être plus ou moins fades. Donc quand même, à noter, est quand même quelque chose de très très intéressant. Les armes utilisées dans ce film-là, alors ils voulaient couper dans le budget quelque part, parce qu'effectivement, il y a beaucoup dans le visuel, il y a beaucoup dans les décors et dans les costumes. Donc pour couper, eh ben, ils ont réutilisé des armes d'autres tournages, dont notamment Alexander en 2004 d'Oliver Stone, ou 3 en 2004 également avec Brad Pitt. Je me souviens plus qui était le réalisateur de ce film-là, qui était un très mauvais film, honnêtement. Bref, si tu voulais le savoir, petite anecdote, mais quand même intéressante, ce sont les mêmes armes dans ces films-là que tu vas voir dans 300. Gerard Butler, pour le film, a porté 17 casques. En fait, au fur et à mesure que l'aventure du film, la mythologie évolue, son casque va se dégrader de plus en plus, et ben il y en avait 17 au fur et à mesure. Film tourné comme Dawn of the Dead en ordre chronologique, encore une fois, pas nécessairement évident, sauf que à savoir que ce film-là a entièrement été tourné à Montréal, dans des studios à Montréal, avec des fonds verts et des fonds bleus. Donc en fait, tu voyais uniquement le début comme ils font, hein, tu dois sûrement avoir l'habitude, mais ils font une sorte de début de décor, on va dire, et tout le reste est rajouté en fond vert, donc ce qui est autour d'eux, le sable ou peu importe, est en décor, et tout le reste va être en fond vert. C'est tourné entièrement à Montréal, à savoir aussi que c'était la première fois qu'une des grosses boîtes de production d'effets spéciaux, effets visuels à Montréal avait été embauchée pour 300, qui à l'heure actuelle, ils sont 3 boîtes, je pense, à Montréal, hein, ils ont dû se développer, et ils font la majorité des effets spéciaux avec ILM sur les films américains que tu peux voir. Donc on voit qu'il y avait eu vraiment comme ça un procédé qui a été établi. C'est eux qui ont donné l'idée aussi de tourner le film, ce qui est quand même assez rare, en 50 images par seconde. Si tu suis le cinéma, tu sais que le cinéma fonctionne à 24 images par seconde, mais 300 a été tourné en 50 images par seconde, monté de la même manière pour que tu aies une sorte, comment dire, de réalisme quand même assez épuré quand tu regardes le film, qui ne soit pas un film accéléré. Par contre, ça a donné des ralentis beaucoup plus impressionnants, puisqu'ils ont remis à 24 images par seconde pour le ralenti, ce qui explique tous ces ralentis très très distincts, la manière dont c'est fait, et la manière dont ça peut être projeté dans la réalisation. Très intéressant comme manière de procéder. Monter à 50 images par seconde et monter à 24 images par seconde pour réellement les ralentis. Zack Snyder avait déjà commencé à travailler en pré-production, donc c'est quand même assez long, hein, pendant le tournage de Dawn of the Dead. Le film, je te rappelle, 300 est sorti en 2006 et Dawn of the Dead en 2004, donc on parle d'une pré-prod qui a duré au minimum 2 ans. Il y a beaucoup de travail sur ce film-là. Un classique, un incontournable, si jamais t'es intéressé.
Watchmen en 2009, 7.6 sur IMDb, encore un film très réussi, un très grand film, du pur Zack Snyder je dirais, parce que j'aime quand même beaucoup ce réalisateur, mais je t'en parlerai un peu après. Il y a comme une cassure dans sa filmographie à un moment donné, mais là on est dans le bon moment de Zack Snyder où il fait vraiment des bons films. Film avec Billy Crudup, Jackie Earle Haley, Jeffrey Dean Morgan, Carla Gugino, qui, si tu ne le savais pas, est un petit peu la muse de Zack Snyder. C'est-à-dire que Carla Gugino, tu vas la retrouver dans la plupart des films de Zack Snyder. Des fois, elle a des grands rôles, des fois, elle a des plus petits rôles, des fois, elle a même juste des caméos, mais elle va souvent être là. Et Patrick Wilson. À noter pour ce film d'ailleurs, ça c'est des choses que j'aime beaucoup, c'est que Jackie Earle Haley, c'est lui qui joue Rorschach dans le film, si tu ne le sais pas, était le seul acteur à connaître le comic book et à s'être intéressé au comic book. Donc moi je trouve toujours ça très intéressant. Là tu vois qui est réellement un acteur dans le film et qui ne l'est pas. Le gars qui s'intéresse au matériel, qui va essayer de faire des recherches en tant qu'acteur là-dessus, c'est pas un gars qui est juste un fonctionnaire, c'est un gars qui d'après moi est réellement passionné et a une vocation par rapport à son travail et veut absolument faire ce pourquoi il est payé au mieux qu'il le faut et donc connaître la mythologie comme il se faut. Ça, pour moi, c'est toujours des choses que je note, que je trouve intéressantes. Ok, le gars, il était réellement dans son projet. Watchmen, très grand film, visuel impeccable, scénarisation impeccable, jeu d'acteur incroyable. C'est un film que j'avais beaucoup apprécié. C'est un film que je pense qui, à l'époque, en 2009, dans les films de super-héros, était pas mal un des plus réussis. Même en dehors de X-Men et compagnie, etc., tout ce que tu veux qui a pu sortir par après. Je pense que c'est encore à l'heure actuelle un des films de super-héros les plus réussis, notamment, je te dirais. C'est un film qui est complètement hors norme par rapport aux autres films de super-héros classiques que tu peux voir à l'heure actuelle, comme Spider-Man ou Black Panther, ou ce genre de super-héros très très classique qui va être là pour défendre la veuve, l'orphelin, l'opprimé, etc., contre les gros méchants du film. Non, ici c'est plus nuancé, même les héros sont pas nécessairement tous très sympathiques et on explique un petit peu pourquoi. Donc, il y a réellement comme ça une histoire. Évidemment, c'est inspiré directement du comic book qui avait été écrit de cette manière-là, mais c'est très respecté dans le film. Donc, ça donne un film de super-héros un petit peu différent de ce qu'on peut voir en ce moment. Encore une fois, des ralentis, des manières de filmer qui sont très proches de 300, au niveau aussi du contraste des couleurs, des choses qui sont réellement à noter. Anecdote, première bande-annonce du film, quand elle est sortie, c'était pendant la projection de The Dark Knight. Pendant la projection de Dark Knight qui est sortie en 2008, bande-annonce du film sort et les ventes du comic book Watchmen ont été décuplées, ont grimpé en flèche. La plupart des gens se sont rués pour aller acheter les comic books, ce qui est relativement cool quand même. Dans le film, au niveau des flashbacks, il faut que tu saches que au niveau des flashbacks, les acteurs apparaissent tels qu'ils sont. En fait, ils ont été vieillis avec des prosthétiques et tout ce que tu veux, du latex, etc., pour les scènes qui sont tournées au présent. C'était la manière pour Zack Snyder de trouver un petit peu plus de réalisme par rapport notamment aux flashbacks et au présent. Au lieu de les vieillir, et il s'était dit ça va mal, au lieu de les rajeunir, pardon, ça va mal paraître de les rajeunir et tout, ça va être plus compliqué. On va les laisser tels quels quand ils sont jeunes et on va les vieillir dans le présent avec des prosthétiques, avec du latex et tout ça. Très belle idée. Tim Burton devait tourner le film. Et ouais, Tim Burton devait tourner le film avec Johnny Depp à la place de Dean Morgan, Jeffrey Dean Morgan, dans le rôle du comédien. Donc c'était ça l'idée. Finalement, ça a été abandonné et je pense que c'est une bonne chose parce que je ne sais pas ce que ça aurait donné, honnêtement, avec Tim Burton, mais avec Zack Snyder, c'est très réussi. Dernier petit point sur lequel je voudrais parler, vu qu'on parle de Watchmen, ça n'a rien à voir avec Zack Snyder, mais il est sorti la série télé de Watchmen sur HBO, qui est sortie en 2019, une série télé que j'ai regardée, avec Regina King notamment comme acteur, et Yahya Abdul-Mateen 2 de Damon Lindelof. C'est 8.2 sur IMDb, et je te dirais que la note est vraiment respectée par rapport à la qualité de la série. C'est une très bonne série télé que je te conseille de regarder. Ça reprend en fait réellement ce qu'on voit dans le film de Watchmen, c'est-à-dire que ça reprend intégralement l'univers du comic book, mais vu que c'est une série télé, qui a d'ailleurs qu'une seule saison, et je pense qu'il n'en aura qu'une, elle commence et elle finit, donc une télésérie. Du coup, on a plus le temps de développer tout le contenu du comic book et d'être réellement intégré dans cette narration-là, qui est absolument géniale, avec une mythologie ultra développée autour de plein de personnages aussi variés que distincts, si tu veux, et un univers aussi dans la série télé, dans laquelle tu es vraiment, en tant que spectateur, tu es plongé, un univers qui est vraiment
imprègne comme ça le scénario, très sombre, très dramatique, très bien construit, avec certains aspects quand même relativement comiques. Toute la série est pas mal bonne, à part un seul épisode, je me souviens, qui était un petit peu ce qu'on appelle un filler, hein, c'est-à-dire qu'on va faire durer un petit peu la sauce, donc on rajoute des éléments dans la scénarisation, dans la narration qui ne sont pas nécessairement utiles le temps d'un épisode. Je trouve un petit peu de la perte de temps, mais très bonne série, je te la conseille. Vraiment magnifique, visuel, réalisation, scénario, jeu d'acteur, génial. On perd pas son temps, on s'ennuie pas.